So the next conference is about to start. So this conference is about cloud computing security, as introduced by Mathieu Boutor. Mathieu is working in a company who is providing cloud services, and he's in charge of security of the cloud, so he better know what he's going to speak about. And so please welcome him for his conference about cloud computing security, Mathieu Boutor. Bonjour à tous. Donc on va parler un peu de sécurité du cloud computing et on va surtout voir autour de la sécurité du cloud computing ce qui peut arriver à toutes les data qu'on y mettre sur un système de cloud computing. Donc on va d'abord faire un petit point sur le cloud computing, qu'est-ce que c'est, parce que peut-être que tout le monde n'a pas forcément des idées très à plat là-dessus. Et puis on va s'occuper un peu des infrastructures as a service, et en particulier des data qu'elles hébergent, et voir quelques petits trucs marrants qu'on peut faire sur ce type d'infrastructure. Donc le cloud computing, ça va se diviser en trois catégories de as a service. Donc une couche assez basse qui va être l'infrastructure, où là typiquement on met de la VM. Typiquement on a besoin de sysadmin pour s'occuper un peu de ces VM. Derrière on fait de la plateforme as a service, où là typiquement vous mettez votre PHP, votre MySQL, vous n'avez plus à vous soucier un peu de ce qui se passe en dessous, et tout est beau, tout est joli. Pour finir sur du software, où là typiquement c'est quand vous loguez sur Google, vous avez un certain nombre de software as a service, vous pouvez faire un classeur Excel, écrire un mail. En fait, il vous donne un software en mode cloud. C'est-à-dire que le software il n'est pas chez vous, il est sur une infrastructure qui est totalement agnostique pour vous, et sur laquelle vous l'utilisez comme un service. Donc nous, on va plutôt aller sur la couche la plus basse, sachant que toutes les plateformes as a service et les softwares as a service vont généralement s'appuyer sur des couches d'infrastructure as a service en amont. C'est pour ça que cette couche d'infrastructure nous intéresse beaucoup plus. Donc, la caractéristique du cloud computing, enfin les caractéristiques, ça va être d'apporter une certaine élasticité, agilité. Donc on va pouvoir faire énormément de choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire sur des serveurs classiques, sur des applications classiques, beaucoup plus simplement. Pourquoi on pourra faire ça simplement? Tout simplement parce qu'en un appel API, on pourra faire ce qu'on veut. Donc un appel API, ça va être un web service, une requête HTTP spécialement formatée. On ne va plus avoir à se soucier de toute l'infrastructure sous-jacente, donc on aura moins de tâches de maintenance. On espère que ça sera moins sujet à des pannes. Et l'idée, c'est vraiment d'être sur des infrastructures en général mutualisées. Donc on va avoir une infrastructure assez importante sur laquelle chacun prendra sa petite part. Et d'un point de vue sécurité, ça va nous intéresser. Et tout essaye d'être à peu près assez simple, dans le sens où si on veut de l'agilité, de l'élasticité, de la simplicité d'utilisation, on est obligé d'avoir des briques d'infrastructure assez simples, assez bien carrées, de manière à arriver à avoir ces points précédents. Donc sur l'infrastructure as a service, on a une caractéristique qui est assez intéressante, qui est assez nouvelle par rapport à d'autres types d'infrastructures informatiques. C'est qu'on va orchestrer toutes les phases, tout ce qu'on peut avoir sur l'infrastructure technique. C'est-à-dire que tous les équipements réseau vont pouvoir être orchestrés via un appel API, on va pouvoir modifier des confs réseau. Ou on va pouvoir modifier des confs sur des unités de storage, donc sur du filer, on va pouvoir faire un snapshot, delete un volume de data, tout ça très simplement. Donc, et évidemment sur l'hyperviseur qui contiendra les VM. On va pouvoir shooter un VM ou shooter un OS très rapidement. Donc ça c'est une approche assez nouvelle de l'informatique. Donc comme tout ce qui est nouveau, d'un point de vue sécurité en général, c'est intéressant. Donc sur une stack habituelle, donc on a notre réseau qui est un peu en haut, on a nos infrastructures, on va avoir nos CPU
pour faire nos calculs ou toute notre RAM, et c'est là qu'on va héberger nos VM, et nos VM elles vont être sur des stockages déportés qui seront plus en dessous. Et ce qu'on remarque sur cette infrastructure qui est assez classique sur la partie gauche, c'est que via des API en SOAP, en REST, on va pouvoir contrôler toutes les parties de cette infrastructure. Donc normalement, sur un client légitime ne pourra contrôler que ce qui concerne son compte, ses données, ses VM. Maintenant, on va voir comment on peut aller un peu plus loin et quels sont les risques côté sécurité. Donc, les solutions cloud habituelles, on va voir des solutions où le fournisseur cloud va orchestrer lui-même autour d'hyperviseurs qui peuvent être connus, et généralement open source comme Xen ou KVM. On a aussi des solutions closed source, donc le leader c'est VMware. Vous avez sûrement entendu parler sur la virtualisation et qui se place de par son expertise sur la virtualisation aussi sur le cloud computing. Et on a aussi des petites solutions open source, enfin petites. OpenStack on va l'utiliser pour le club de la NASA, donc c'est la grosse solution. Et Eucalyptus aussi, donc tous les Linux qui peuvent utiliser du Xen et du KVM, mais qui fournissent des solutions de cloud quasiment clés en main. Donc, du point de vue d'un hacker, on peut avoir plusieurs tentations d'attaquer un système de cloud computing. La première tentation, c'est la première tentation du hacker, donc si on revient sur Captain Kirk, c'est du phreaking, c'est-à-dire utiliser des ressources potentiellement énormes pour gratuit. Ça, on ne va pas en parler trop sur cette conférence, mais c'est une motivation de quelqu'un qui va hacker un système de cloud computing. Deuxième motivation sur laquelle on va tous se focaliser aujourd'hui, c'est de dire il y a énormément de monde qui met énormément de données très intéressantes sur leurs infrastructures de cloud computing. Pourquoi le hacker n'en profiterait pas, le hacker? Donc c'est surtout sur ce point-là qu'on va s'orienter aujourd'hui. Et on pourra aussi avoir une autre motivation qui serait tout simplement de profiter des VM d'un autre utilisateur, par exemple sur des problématiques type defacing, qui ne sont pas forcément énormément traitées aujourd'hui. Donc, comment est exposée une plateforme de cloud computing? Elle est tout simplement attaquable depuis Internet. Donc, depuis Internet, on va avoir accès forcément à la tête de réseau, donc on va avoir accès à un certain nombre de VM, plus ou moins filtrés selon les cas, selon la façon dont la personne aura configuré ses VM. Donc en général, on aura quand même une surface d'attaque qui est assez limitée, vu qu'en standard, le fournisseur de computing proposera un service de firewalling. On peut partir du principe qu'il sera au moins partiellement utilisé. Et on n'aura pas forcément énormément de menaces spécifiques au cloud. L'autre point d'entrée, c'est pas s'attaquer directement au VM, mais de s'attaquer à toutes ces couches de web services API qui permettent de contrôler les VM. Donc là, on s'attaque à la partie administration, qui est généralement aussi accessible via Internet, qui est normalement relativement bien sécurisée, mais qui nous intéresse énormément parce qu'elle permet d'accéder vraiment à toutes les fonctionnalités d'administration de la plateforme. Après, on a une autre typologie d'attaque, c'est de se dire, sur une plateforme de cloud publique, n'importe qui pourra, pour quelques euros, prendre une VM pour quelques heures. Donc on peut se dire, quitte à vouloir attaquer la VM d'à côté, autant être directement sur le système de cloud computing dans une VM. Ça a l'air beaucoup plus simple. On est forcément un peu plus proche de notre victime. Et donc, on espère avoir moins de couches de sécurité entre nous et la victime de l'attaque. Vu qu'on est sur de la VM, on va avoir un Linux standard, on pourra mettre à peu près tous les outils à notre disposition en place sur la VM. Vu qu'on maîtrise l'OS,
Et on pourra même éventuellement faire certains types d'attaques, donc le hardware, qui sont mis sur certaines solutions d'hyperviseurs, du fait d'être mis sur la VM. Donc, par contre, cette approche, elle est limitée à des clouds publics. Quelqu'un qui utiliserait des infrastructures cloud computing de manière privative ne laissera normalement pas accès à n'importe qui et c'est la possibilité de créer des VM. Donc, on peut se dire que pour quelques euros, quelques dollars, on peut prétendre être un utilisateur somme toute légitime. On va essayer de dépenser le minimum d'argent. Ce qui est bien pour nous, c'est que sur le cloud computing, on est facturé que sur ce qu'on consomme. Si on allume une VM d'une heure, on sera facturé sur la base d'une heure. Si on allume 24 heures, on sera facturé 24 fois plus. Donc, on peut tout à fait envisager de faire des attaques assez rapides, donc ça coûte très peu. On n'est pas sur des solutions assez lourdes et donc on peut avoir à notre portée des infrastructures de taille conséquente qui, si on les garde pas trop longtemps, ne coûteront pas très cher. Et donc l'idée c'est d'utiliser un peu assez dépend de la plateforme de cloud computing, c'est-à-dire de profiter de ce côté facturation très à la demande pour que l'attaque reste envisageable. Donc le premier problème qu'on va avoir sur l'infrastructure de cloud computing, c'est qu'on est sur des infrastructures assez immenses. On peut avoir plusieurs milliers d'hostes physiques. Et nous, on a en général une cible qui est relativement déterminée. Donc l'idée, c'est de pouvoir se rapprocher de la cible. Donc l'idée, c'est de savoir un peu notre VM, comment est-ce qu'on pourrait s'arranger pour être par exemple sur la même machine physique qu'une cible. Donc sur une plateforme de cloud computing, ça va être assez simple. On va avoir généralement un algorithme qui va dire à la création de la VM, je préfère la mettre sur tel ou tel hyperviseur, machine physique. Donc il va essayer de limiter la sous-utilisation de machines, quitte à les éteindre si ça ne sert à rien. Il a essayé que toutes les VM à peu près le même niveau de performance. Donc si les VM font trop de charge, elles auront tendance à être déportées sur des machines physiques différentes, de manière à ne pas impacter les autres utilisateurs. Et bien sûr, on va essayer d'éviter d'avoir une surutilisation d'une machine physique. Donc maintenant qu'on sait ça, on pourra avoir sur un système comme le fait VMware sur ces infrastructures, on peut avoir une approche qui a marché pour être à peu près sûr de se retrouver sur les mêmes machines physiques que la VM cible. Donc l'idée, ça va être de mettre plein de petites VM. On va générer de la charge sur ces VM. Donc on va normalement être dispatché sur des machines physiques qui ont de la capacité. Parce que si on se fait faire beaucoup de charge sur des machines physiques où il y a beaucoup d'autres clients, l'algorithme va dire on va commencer à impacter les performances des autres clients. Donc on risque d'avoir nos hyperviseurs, nos machines physiques pour nous. Donc on va arrêter de faire de la charge. Alors là, le fonctionnement de VMware DRS fait que normalement on devrait rester sur les mêmes machines physiques un petit moment. Et là, l'idée, ça va être de générer de la charge sur la machine cible. Donc typiquement, des attaques par des nodes services plus ou moins prononcées vont faire que la machine cible va charger. Nous, on aura réussi à utiliser pas mal d'hyperviseurs libres sur lesquels on aura nos VM. Donc, quand les VM cibles vont commencer à charger, ils vont chercher, DRS va chercher des hyperviseurs avec peu de charge. Vu que nous, on a arrêté de faire de la charge sur nos hyperviseurs qui étaient à peu près vides au moment où on a commencé à les utiliser, la VM va sûrement être migrée sur un des hyperviseurs en ligne. Donc c'est comme ça qu'on va réussir à se rapprocher de notre VM cible. Et au final, on a quand même besoin de lancer pas mal de petites VM. Mais vu que ça va coûter globalement le même prix de lancer 10 VM pendant 1 heure que 1 VM pendant 10 heures, ça ne va pas forcément coûter très cher comme attaque. Donc c'est une attaque qui est tout à fait envisageable, mais sur des grosses infrastructures.
Maintenant qu'on a vu un peu comment se rapprocher dans une infrastructure cloud computing en tant qu'attaquant d'une VM cible, on va voir ce qu'on peut envisager contre le stockage des données. Parce que le but, un des objectifs, ça va être ces données qui sont stockées sur le cloud, sur des infrastructures plus ou moins mutualisées et qui peuvent être, suivant les cas, très intéressantes. Donc, en général, les données vont être centralisées sur des gros NAS ou des gros SAN. L'idée, c'est d'avoir de la performance, mais on ne peut pas avoir un équipement performant par client, ça serait pas rentable. Donc on a une centralisation. Et donc en général, on aura un format de disque dur virtuel qui sera utilisé par la VM. Donc sur du VMware, ça va être du VMDK. Sur du QEMU, en général, on va utiliser les formats QED. Et sur Hyper-V, bah oups. On a aussi des fois des file systems spécialisés. Donc par exemple sur VMware, on va mettre un VMDK sur un système VMFS. Donc, en général, quand on va utiliser ce disque dur virtuel, on va vouloir commencer avec un OS de base. Donc on va avoir un certain nombre d'images qui ont été préparées soit par nous, soit par le fournisseur de services cloud, par exemple des Debian, un Windows assez vide, et on dérivera toujours de ces mêmes images. Si on devait dupliquer des images de 10 Go à chaque création de VM, ça prendrait du temps. Beaucoup de temps, si on crée plusieurs VM en même temps. Et on a besoin aussi de pouvoir faire des sauvegardes assez simples. Donc c'est pour ça qu'en général, on aura toujours accès à un système de snapshot. Donc le principe, ça va être qu'on va avoir un disque à un instant T, qu'on va passer en read-only. Donc on va créer des snapshots. On va dire que ce disque est une sorte de master, et toutes les nouvelles écritures vont être effectuées sur un nouveau disque. Donc quelque part, on a passé l'ancien disque en read-only, on passe les écritures sur un nouvel espace de stockage. Donc si on fait une lecture, on essaie de la faire sur le nouveau disque. Si ça n'existe pas, on retourne sur l'ancien disque puisqu'on a déjà toutes les anciennes données. Et donc en fait, on va faire énormément de lectures sur l'ancien disque. Et il n'y a que les données qui ont été requêtes qui seront lues sur le nouveau disque. Donc ce système de snapshot va permettre de dupliquer rapidement des disques durs, de créer rapidement des points de sauvegarde. Donc c'est une technologie qui va être énormément utilisée sur une infrastructure cloud. Maintenant, nous, on va voir d'un point de vue sécurité ce qui peut être intéressant. Donc on peut se dire, il y a une notion de lien de fichier. C'est-à-dire que le nouveau disque a ce qu'on appelle un ancêtre, qui est l'ancien disque en lecture seule. On pourrait se dire, ce serait quand même assez intéressant de pouvoir changer la valeur de l'ancêtre. Parce que quelque part, si on dit, au lieu de lire nos données, de lire les données du voisin, on a réussi à piquer les données du voisin. Donc l'approche, ça va être d'essayer de changer cet ancêtre, faire une restauration du snapshot, d'avoir un volume qui représente justement des nouvelles écritures sur cet ancien disque. Et donc de lire, évidemment, nous on ne va pas écrire, on ne va pas écrire sur les données qu'on veut lire, on va juste essayer, on va juste lire le contenu auquel on a besoin d'avoir accès, de manière à faire un leak de data. Donc sur QEMU, KVM, c'est assez simple de mettre un peu n'importe quoi comme ancêtre. Donc par exemple, on peut mettre un fichier ETC password comme ancien disque. Ça marche. Donc là, si on regarde, on crée un nouveau disque en disant que donc -B, que l'ancêtre, que ce disque est en fait un snapshot de ETC password. Donc on voit bien que dans notre fichier QED à l'intérieur de la structure, on a bien ETC password qui est linké. Donc on n'a pas fait une copie de ETC password. On a juste un lien dans la structure QED. Et si on en fait un volume, donc on va le convertir au format RAW par exemple, et juste un volume octet par octet, bah ça y est, notre volume il contient le ETC password. Donc là on a lu que les 3 premières lignes sur une FreeBSD,
mais à la suite, on a tous les users qui peuvent être présents dans le TC Password. Donc quelque part, on a réussi sur du QEMU KVM, on arrive à faire, à forger des images disques qui, via les fonctionnalités snapshot, permettront de lire à peu près n'importe quel fichier qui sera lisible au moment de la création d'images disques. Sachant que c'est un lien, on peut forger cette image chez nous, l'envoyer sur une plateforme de cloud computing. Le fichier qui sera lu sera le fichier côté plateforme de cloud computing. Donc on arrive à faire de l'inclusion de fichiers et donc on arrive à exporter des données. Maintenant on va voir ce qu'il en est côté VMware. Donc on n'a pas le super QEMU ING qu'on a pu voir avant chez VMware. Donc on va être obligé de se débrouiller un peu nous-mêmes. On n'a pas non plus l'avantage de certains logiciels libres d'avoir des docs, d'avoir des sources qu'on peut lire. Il va falloir qu'on comprenne un peu nous-mêmes comment marchent ces fameux fichiers VMDK. Donc déjà, on remarque que pour un seul disque dur, on va avoir plusieurs fichiers VMDK. On va avoir des fichiers -flat qui contiennent effectivement les données, de manière plus ou moins raw. Ils peuvent être compressés dans certains cas, pour des espaces. Et puis on a un premier VMDK qui est un fichier texte qui contient des informations et qui en plus inclut des références au fichier flat. Donc un fichier VMDK standard, ça va ressembler à ça. Donc on va avoir un header de version. On va spécifier que c'est sur une couche VMFS. Et donc on va avoir une liste d'extents. Donc si on crée un snapshot, on va revenir sur l'aspect théorique des snapshots qu'on avait vu. Le premier extant va passer éventuellement en read-only. Et donc on aura un deuxième extant en read-write. Donc ce qu'on remarque, c'est que la taille de l'extant correspond à la taille du disque, au nombre de clusters vu côté VM. Puis on a derrière quelques informations sur comment présenter le disque et sur quel type d'adaptateur à destination plus de l'hyperviseur. Donc nous, ce qui va nous intéresser vraiment, c'est cette partie extant. Puisque là, on voit clairement un lien vers un fichier qui est sur le file system. Donc on va avoir envie, évidemment, de modifier cette extant. Et là, mauvaise nouvelle. On essaie d'inclure au TC Password comme on l'a fait tout à l'heure chez QEMU, marche pas. On essaie d'inclure d'autres fichiers VMDK mais qui ne sont pas à nous, qui n'ont rien à voir avec ce VMDK à la base, le fichier du client d'à côté. Ça par contre ça marche. Sympathique. Donc, ce qui prouve bien que le flat.vmdk est uniquement des données raw sans aucune intelligence, puisqu'on peut l'inclure. Il ne va jamais faire attention à savoir qui est-ce qu'il inclut. Et on peut aussi, chose plus amusante, inclure des fichiers GZIP. Donc on peut inclure des fichiers de l'hyperviseur, récupérer des bootconf de l'hyperviseur, uniquement en envoyant via un fichier VMDK. Donc via un disque dur virtuel, on arrive à lire le contenu de l'hyperviseur qui est en dessous. Donc on est un peu dans le même cas que sur QEMU. On arrive via un disque dur qui est censé être utilisé uniquement par une VM, lire du contenu du host qui héberge cette VM. Donc, comment on va effectuer cette attaque? Très simplement, on va rajouter un extant. Alors là, on va le rajouter en read-write, il sera à la suite de notre premier fichier. Un peu comme si notre disque dur était splitté en deux disques physiques. Et donc là, on peut lire un autre fichier flat que l'autre. Voilà, il n'a pas le même nom, mais on peut mettre un peu ce qu'on veut tant que ça existe. Et là, on arrivera à avoir accès à ces données depuis notre VM. Et donc, comme on l'a vu, on peut aussi lire des fichiers GZIP. Donc on peut lire certains fichiers GZIP sur le SX, et en particulier sur le XXI dans les dernières versions,
On a un petit RGZ super sympa qui contient tout slash OTC, qui est mis dans un coin par des soucis de simplicité, parce que SX est une plateforme assez pensée un peu comme de l'embarqué. Donc on a toutes les couches dans un RGZ, et au bout, on va avoir des archivages. Et donc nous, on arrive à lire toutes les couches avec seulement une seule ligne, ce qui est assez sympathique. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc on a accès à la fin de notre disque. Donc, grosso modo, on va faire un DD sur notre disque. On va skipper tout ce qui est notre partition système, parce que ça, c'est nos données, on a un peu rien à faire. Et on va commencer à lire ce qu'on avait. Donc par exemple, notre petit RGZ qui est à la fin. Ça marche, on lit les infos. Très bien. On a quand même un petit problème. C'est que nos disques durs virtuels, ils sont censés faire un certain nombre de clusters de 512 octets. Donc si on inclut un fichier gzip, il va rarement faire un multiple de 512 octets. Donc VMware nous laissera l'inclure. Par contre, tout ce qui débordera du dernier bloc de 512 octets complet sera perdu. Donc on va devoir jouer un peu du GZ Recover, on risque de louper un nombre de fichiers, parce qu'il va nous manquer les derniers octets de l'archive. Sur les VMDK, on a un petit souci, c'est qu'il va falloir quand même deviner les fichiers inclus. C'est pas infaisable, mais ça nécessite de réfléchir quand même un peu en fonction de l'architecture cible, au nommage, essayer de retrouver un peu les nommages de nos fichiers pour essayer d'inférer sur les fichiers ciblés. Donc dans ce qui nous intéresse, on voit qu'on arrive à faire quelque chose sur ces snapshots. Maintenant, c'est pas forcément tip-top et sera plutôt sur un fichier qu'on aura forgé chez nous et qu'on enverra au fournisseur de job en disant ça c'est ma nouvelle VM, il faudrait l'avancer. On a une autre fonctionnalité qui est très aimée côté cloud computing pour optimiser l'utilisation du stockage. Ça va être la déduplication. Donc l'idée de la déduplication, c'est qu'on a deux blocs qui appartiennent à deux clients différents mais qui stockent la même donnée. Pourquoi on les stockerait deux fois? Donc l'idée, c'est quand on voit deux blocs qui sont redondants, on vérifie qu'ils sont redondants, et on va stocker le premier, et le deuxième, on va dire que c'est un lien vers le premier. Le problème, c'est que si le bloc du deuxième client est réécrit alors que le bloc du premier client n'est pas réécrit, on va être obligé de refaire réellement l'écriture, on ne peut plus tricher. Donc, si on écrit juste un petit bout du bloc dédupliqué, on va devoir se réécrire l'ensemble du bloc. Là, on parle de bloc côté système de stockage, on n'est pas forcément sur 512 octets. On peut être sur des blocs beaucoup plus grands, parce que côté système de stockage, on est sur des systèmes qui veulent stocker des terras et des terras, voire même des centaines de terras pour certains. Donc en général, on va avoir des tailles de blocs beaucoup plus importantes. Donc sur un bloc dédupliqué, quand on va faire une écriture, on aura une pénalité à l'écriture, c'est-à-dire qu'on va devoir écrire tout un bloc, dupliquer tout un bloc côté système de stockage pour une écriture qui aurait dû être beaucoup plus simple. Et donc qui dit pénalité de performance dit possibilité de faire une timing attack. C'est-à-dire que si nous, on arrive à avoir une écriture plus longue qu'une autre, on peut se douter qu'il y avait de la déduplication derrière. Donc, le problème des timing attacks, c'est qu'on a toujours plein de petits cas qui veulent dire oui, ok c'était plus lent, mais c'était plus lent pour une autre raison que ce qui nous intéresse. Dans notre cas, on a déjà un premier problème, c'est qu'on a l'impression que la duplication se soit faite. La duplication peut être un processus asynchrone,
Donc si on veut s'attaquer à la déduplication, il va falloir qu'on attende que ce processus asynchrone soit passé. Ce qui voudrait dire qu'on crée les fichiers qu'on pense être dédupliqués et attendre de la part du système de fichiers, du système de stockage, qu'il effectue sa déduplication. Donc ça peut durer jusqu'à 24 heures si par exemple on a une déduplication toutes les nuits. Donc ça c'est le premier inconvénient. Deuxième problème qu'on va avoir à résoudre, la déduplication, est côté filer. Donc si on est sur un NAS qui exporte en NFS, on va avoir des cas où ça ne sera pas par bloc mais ça sera par fichier. Le filer fait de la déduplication que s'il voit 2 fois le même fichier. Dans notre cas, notre fichier, ça risque d'être notre point VMDK ou notre point QED de nos attaques précédentes. On a très peu de chance d'avoir la même image disque que notre cible. Alors qu'un même bloc qui correspondra à un même fichier à l'intérieur de cette image disque, c'est beaucoup plus probable. Donc là, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Deuxième problème, c'est pas parce qu'on a un bloc de 4 kilooctets, par exemple, côté système de stockage, qui correspond physiquement à un bloc de 4 kilooctets du côté de notre VM. On peut avoir des problèmes d'alignement. Heureusement pour nous, si on a des problèmes d'alignement, nos IO seraient énormément plus lentes. Donc en général, on se retrouvera dans une situation où on est optimisé pour ne plus avoir ces problèmes d'alignement. Donc, ce problème-là va être résolu. Nous, dernier problème, nous on a notre VM, on a notre petit Linux, et Linux il est tellement gentil avec nous qu'il va essayer de faire des caches, qu'il va essayer de nous accélérer les IO, et donc qu'il va essayer de nous induire en erreur. Donc il va falloir qu'on fasse des écritures directes, qu'on n'écrive jamais dans une cache de Linux, et il va falloir qu'on fasse nos lectures sans cache. Sinon on n'arrivera jamais à mettre en évidence un changement de timing fiable. Donc, il va falloir créer nos fichiers qui vont être dédupliqués, qu'on attend un peu, qu'on flush tous les caches de fichiers que peut avoir Linux, qu'on écrive un petit peu sur chaque bloc qu'on pense dédupliquer, et qu'on compare des timings entre des fichiers qu'on sait non dédupliqués, par exemple qui contiennent des random data, et des fichiers dédupliqués. Pour flusher les caches, on a un petit outil super sympa sur Linux et sur Linux en général, donc ça marche aussi sur BSD, qui va être VMTouch. Donc c'est un petit outil open source, vous avez le lien dans les slides, ça marche super bien. Ça nous dit même s'il a trouvé quelque chose en cache ou s'il n'avait rien trouvé. On va avoir besoin de faire des mesures assez précises. On ne pourra jamais pouvoir utiliser le petit script Python super simple. On va être obligé plus ou moins d'utiliser un programme assez bas niveau comme le C. On ne va pas aller jusqu'à le faire en assembleur, mais on aurait pu. Donc, un petit proof of concept, ça va être ce type de programme. Donc on va récupérer le timing de manière très précise. Donc là, on est sur du millionième de millisecondes. On va ouvrir notre fichier en eau directe pour être sûr que nos écritures ne seront pas faites sur le cache. On va écrire un octet, un A, sur le premier caractère du fichier. Et on va regarder combien de temps on a mis à faire tout ça. Donc on va faire ça sur un ZFS. Donc on va créer d'abord un petit réfectoire de test. Donc on va créer des fichiers aléatoires. Alors pourquoi on fait ça sur du ZFS? C'est très simple. Sur du ZFS, la déduplication est synchrone. Donc on va pouvoir créer nos fichiers à l'écriture de nos... Si on duplique un fichier, il sera directement dédupliqué. On n'aura pas à attendre un éventuel procès de déduplication. Dans notre cas, on va faire 3 fichiers de test. On va en dupliquer certains. Donc le 1, on va le dupliquer. Donc là, il a directement été dédupliqué lors de l'écriture. Donc on l'a même dédupliqué 2 fois. Et puis, on a dupliqué 3 une seule fois. Donc derrière, il va falloir qu'on flush le cache parce que là, on vient d'écrire les fichiers, alors là, on est sûr que c'est en cache.
Donc là, on utilise notre petit VM Touch. Donc on va lui dire de flusher tous les caches dans notre répertoire de test. Il nous dit bien qu'il les a trouvés, qu'il les a flushés. Et là, sur tous nos fichiers de test, on va lancer notre petit programme C qu'on a vu. Donc on voit nos timings, c'est pas forcément super lisible, hein. Mais là on voit que sur le fichier 1, ça a été un peu plus lent que sur le fichier 2 qui n'était pas dédupliqué. Et on voit sur la suite, alors là sur un fichier qui vient d'être, donc qui avait été dédupliqué, et qu'on a donc modification, donc le fichier n'était plus dédupliqué, donc on a dû faire une écriture. On voit bien que ZFS il a un peu triché avec nous, il a écrit son écriture quelque part dans un cache, parce que juste derrière on se prend une énorme pénalité en temps d'écriture. Donc là, on met en évidence qu'on a bien notre ZFS configuré avec de la déduplication, puisqu'on voit bien cette pénalité à l'écriture. Alors, on est uniquement sur du proof of concept, hein. Il faut bien voir qu'on a écrit que en début de fichier, c'est pas forcément la meilleure idée du monde, hein. Parce que sur du gros fichier, il faudrait mieux le faire tous les blocs. On n'a rien automatisé, donc si vous voulez faire ça dans un vrai cas, sur une infrastructure plus grosse, on n'y arrivera pas. Et puis, c'est pas trop poser de questions, savoir quelle était vraiment la taille de bloc, par exemple, côté ZFS, et qu'on écrivait sur le début. Bon. Et si on voulait vraiment écrire sur tous les blocs, automatisés, on serait obligé d'avoir cette première phase, essayer de savoir quelle était la réelle taille de bloc utilisée par la déduplication. Donc, si on voulait se protéger de ce type d'attaque, déjà, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type d'attaque? On peut voir que la VM d'à côté, par exemple, elle a encore un Apache de l'ancienne version, sur lequel on sait qu'il y a une vulnérabilité. Si on a des fichiers dédupliqués sur des versions pas à jour, c'est-à-dire qu'on sait que sur le cloud, on ne sait pas tout à fait physiquement où elles sont. On sait que pas loin, sur le même filer que nous, en tout cas, sur le même bout de filer que nous, on met en évidence qu'on a des gens qui ne sont pas patchés. Éventuellement, si on a perdu des datas, qu'on a un soupçon sur notre voisin, on peut mettre en évidence que si nos blocs de data à nous sont dédupliqués, alors qu'on les a qu'une seule fois chez nous, c'est qu'ils sont aussi à côté. C'est pas forcément limité à la VM. C'est-à-dire que, généralement, les serveurs physiques qui hébergent les VM vont aussi avoir des données sur les mêmes systèmes de stockage. Donc, on peut aussi essayer de trouver des cibles côté système de stockage. Enfin, côté cloud provider. Il n'y a qu'une seule contre-mesure qui paraît efficace contre ce type d'attaque, ça va être de chiffrer toutes nos données, tout ce qu'on peut chiffrer, de manière à ce qu'on ait des données chiffrées avec des clés différentes de nos voisins. Et donc là, on n'a plus aucune raison d'être dédupliqué, puisqu'on n'a plus aucune raison que d'avoir des blocs identiques aux blocs de nos voisins. Alors, on pourrait essayer d'aller un peu plus loin et de se dire, si on arrive à faire croire que des données que les gens n'ont pas encore écrites sont déjà dupliquées, on arrête. Et que, comme de par hasard, ces données dans notre version déjà dédupliquées sont backdoorées, on arrive à faire écrire des backdoors aux autres clients. Donc on va avoir quand même quelques difficultés sur cette approche. C'est qu'en général, soit on a des algorithmes weak, qui seraient très intéressants pour cette attaque. En général, on peut avoir des comparaisons bit à bit des données avant des duplications. Par exemple, c'est ce que fait Neta, ils ont un algorithme qui est très rapide mais très mauvais. Mais derrière, ils font une comparaison bit à bit. Sur DFS, c'est le contraire. Ils mettent un peu de temps à l'écriture parce qu'ils font de la S256 dans tous les sens. Ils font même du chat. Du chat 256. Et donc, ça va être difficile de trouver les collisions. Donc, par contre, si on voit sur l'exemple par exemple de Neta qu'on voyait juste avant,
On a une checksum qui est relativement faible, donc c'est assez facile de générer des collisions. C'est assez facile de faire croire à des collisions qui nécessiteront des comparaisons bit à bit qui vont être beaucoup plus lourdes côté système de stockage. Donc là, on a une possibilité assez importante d'attaque par délit de service. On pourrait générer plein de fausses demandes de déduplication. Et là, rien que le fait de vérifier que chaque demande est non viable pour une déduplication, va générer une charge assez importante sur le système de stockage. Et si on charge le système de stockage qui est juste derrière les VM, forcément on charge les VM qui essayent d'accéder à leurs données sur le système de stockage. Donc là on a un délit de service qui doit assez bien marcher. Donc niveau solution, il n'y a pas forcément énormément de... Donc, ce qu'on a eu, c'est que le cloud a porté pas mal de risques. On voit bien qu'on a des risques qui sont différents d'infrastructures non cloud computing, on va dire, d'infrastructures un peu plus conventionnelles. Donc, ça veut dire que côté fournisseur de cloud, il faut s'attendre, il faut que les personnes côté fournisseur de cloud aient un sens un peu plus aigu de la sécurité, puisque ces nouvelles attaques montrent qu'il y a bien des nouveaux risques sur les infrastructures de cloud. Il n'y a pas 50 solutions. C'est pas mettre ses billes sur un cloud où on ne sait pas vraiment ce qui se passe côté sécu, où il n'y a pas forcément une politique d'audit, où on ne sait pas vraiment comment c'est géré. Il n'y a pas énormément de solutions autres que du bon sens. Côté client, il ne faut pas oublier que le cloud, c'est juste une solution d'infrastructure. Ce n'est pas la solution à tous les problèmes. Donc c'est pas parce qu'on est sur une solution cloud qu'il ne faut pas laisser ces données non chiffrées. Aujourd'hui, on a tendance de plus en plus à chiffrer nos laptops parce qu'on sait très bien que des données non chiffrées sur un laptop, c'est une énorme source de fuite de données. Par contre, quand on confie nos données à n'importe qui, n'importe quel fournisseur, en général, on ne les chiffre pas. Alors qu'en général, on confie plus souvent ces données à quelqu'un qu'on ne connaît pas que son portable. Donc l'idée, c'est, là on est encore sur du bon sens, c'est de ne pas faire une confiance aveugle dans son fournisseur et de réfléchir aussi soi-même sur son bout d'infrastructure, sur sa partie, à comment on peut augmenter sa sécurité. Donc voilà, on voit qu'on a vu des nouvelles menaces sur le cloud, il y en a d'autres qu'on n'a pas eu le temps de voir sur cette présentation. Donc par exemple, il y a des petits problèmes chez VMware d'overlap de mémoire entre la VM et l'hyperviseur physique. C'est vraiment dommage. Xen, ils ont eu quelques soucis récemment, là, ça a été patché avec certaines instructions Intel sur l'instruction 6.net. C'est pareil, c'était pas très bien géré. Voilà. Voilà, c'est fini. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai peut-être un peu débordé, donc au pire, on peut faire des questions autour d'une bière un peu plus tard. Voilà. Il n'y a pas de questions? Thank you, Mathieu, for this conference. The next